Donc, nous nous sommes arrêtés à ce niveau. On avait essayé de définir ce que c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est cette citation dont on avait parlé. Voilà, si l'intelligence artificielle est un gâteau, l'apprentissage non supervisé serait le gâteau, l'apprentissage supervisé serait le glaçage, et l'apprentissage par renforcement serait la cerise sur le gâteau. Donc, c'est une approche très importante de l'intelligence artificielle, du machine learning, parce que voilà, on va dire le but, ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle, plus ou moins, c'est à, arriver à faire des choses de façon non supervisée. Donc, après ça, on a discuté sur, on a discuté sur deux algorithmes. Il y en a d'autres, et c'est d'apprentissage non supervisé. On a parlé de l'algorithme de Bayes-Scan et on a parlé de l'algorithme K-means. Donc, l'algorithme de Bayes-Scan et l'algorithme K-means, ce sont deux algorithmes qu'on appelle des algorithmes de clustering. Donc, dans les algorithmes de clustering, il y a d'abord en elle-même la définition en fait de cluster, ce que l'on entend et ce que l'on voit de façon, on va dire, d'approche sur le cluster. Donc on a pris exemple, on a pris ces trois exemples. Donc dans ces exemples, qu'est-ce qu'on disait? On disait que exemple dans le premier cas, si on essaie de la première couronne, si on la voit comme ça, elle forme un cluster en fait. Entre les deux, il y a un vide. La deuxième couronne forme un autre cluster. Donc, et quand on vient aussi ici, on se rend compte que c'est ce premier objet forme un cluster et ce deuxième objet également forme un cluster. Donc, et quand on vient au niveau d'ici, on peut se rendre compte que à ce niveau-là, on a des points qui sont regroupés. À ce niveau ici, on a des points qui sont regroupés et également ici, à ce niveau, on a des points qui sont regroupés. Et également ici aussi, on voit qu'ici, on a des points regroupés, on a des points regroupés, ici, on a des points regroupés. Donc, quand on regarde également ici, on se rend compte que tous les points, voilà, sont presque collés au fait. Il n'y a pas on sait comment, un écart entre des points ou à un certain moment, une discontinuité entre des points. On se rend compte qu'ils sont plutôt assez collés. Donc, et dans ce genre de cas, pour utiliser des algorithmes d'apprentissage non supervisé, donc la façon de voir la notion de clustering devient aussi assez importante. Donc, si on essaie de voir, par exemple, comment cet algorithme a découpé chaque point, plutôt, on va dire, à regrouper chaque point, et la façon dont l'algorithme de K-means a regroupé chaque point, on se rend compte alors que il y a une différence. Ici, l'algorithme de K-means, qu'est-ce qu'il fait? Il a découpé les points. Il a découpé cette figure-là en deux, au fait. Ce qui n'est pas vrai, en fait, parce que on n'a pas de ce côté un cluster, de l'autre côté un cluster. Donc ici, on voit que l'algorithme de K-means, il ne fonctionne pas correctement. Donc également, ici aussi, quand on regarde, et avec l'algorithme de Bayes-Scan, il a bien séparé les objets. Et ici, alors que ici, le K-means, il n'a pas bien séparé les objets. Il a considéré que ce bout-là, avec ce bout-là, c'est un cluster. Et également, ici, il a considéré que ce bout, avec cet objet,
c'est aussi un autre cluster. Donc également ici, contrairement à ici, on se rend compte que le K-min s'est quand même assez bien débrouillé. Donc le K-min, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que voilà, les points qui sont autour ici, ils forment un cluster, ils sont assez proches. Il a dit que les points qui sont ici, ils sont assez proches, donc c'était un autre cluster. Et il a dit que voilà, les points qui sont vers ici sont aussi une autre forme de cluster. Donc ici, dans ce cas, les deux algos se sont bien en sortis. Mais à ce niveau, qu'est-ce qu'on remarque? Le DBScan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que pour ce cas, tous les points sont des clusters. Et il a regardé l'autre à ce niveau ici. Il a dit que il a découpé ça, on va dire, en trois régions. Il a dit que dans cette région, on a un cluster. Dans cette région, on a un cluster. Et dans cette région, on a d'autres clusters. Donc, pourquoi j'essaie de mettre ces deux algorithmes proches? C'est pour mettre en évidence la notion, en fait, comment on va dire ça, de comment, au fait, nous-mêmes, en fait, on voit la notion de cluster, en fait. Donc, dans le K-means, donc, la vision du K-means, c'est quoi? C'est de voir, en fait, les points qui sont plus proches d'un centre. Mais la vision du DBScan, lui, c'est la notion de la densité. Donc, comme un liquide, lorsqu'on dit qu'un liquide est dense, si on verse un liquide, ou bien même exemple une rivière ou un fleuve, donc c'est pas parce que, par exemple, on va se retrouver, je sais pas, à 5 mètres d'une rivière qu'on va dire que nous ne sommes plus dans la rivière en fait. Donc c'est la notion de la densité. Donc ici, donc c'est comme peut être la notion du fleuve. Donc ici on est toujours dans le même fleuve. Ici aussi on est toujours dans le même fleuve. Donc ici aussi également. Ici aussi également. Or le K-means, lui, c'est la notion en fait de comment on va dire de voilà d'être proche. Voilà, c'est la notion de proximité au fait. Donc si exemple que quelqu'un est proche, exemple si on prend des voisins, ça c'est dans des systèmes exemple de vote. Souvent on peut exemple considérer que au cours des élections dans certains pays, lorsqu'ils utilisent des sondages, ils essaient de regarder par exemple autour d'une maison, si exemple peut-être les 5 voisins de cette personne ont peut-être une tendance de vote, on se dit souvent que la maison telle qui est proche de ces 5 autres maisons, c'est sûr aussi que elle va voter sur la même tendance que les autres. Donc c'est un peu ça au fait. Donc ici la notion de clustering, il faut surtout voir qu'il y a différentes approches. Il y a l'approche de la densité et après il y a l'approche de la proximité au fait. Donc ça c'est très important en fait parce qu'il y a il y a des moments pour des problèmes où le K-means va bien marcher, il va faire de très bons résultats. Et comme il y a des moments où il sera limité, il faudra peut-être regarder des algorithmes comme le DBScan. Il y a d'autres algorithmes aussi, voilà, comme je pense il y a un algorithme gaussien qui permet aussi de faire ce genre de choses. Donc, voici pourquoi lorsqu'on parle d'apprentissage non supervisé, on parle souvent de technique d'apprentissage non supervisé parce que c'est un domaine de recherche vraiment en expansion. Voilà, c'est toujours d'actualité. Il y a toujours des travaux plutôt dessus. Donc, et ensuite, donc voilà, comme je disais, donc ici vous avez exemple. Si on essaie d'illustrer l'algorithme de K-means, donc on suppose que les points verts, les points bleus, les points rouges sont des centroïdes. Donc exemple pour exemple ce point vert.
Donc, on va considérer, exemple, si on va considérer que les points qui sont proches du point vert, exemple ici, ils appartiennent au fait à la classe vert. Et pour le rouge, exemple, on va considérer que les points qui sont plus proches du rouge ici, ils appartiennent au point à la classe rouge. Et également avec le bleu, au fait. Donc, c'est un peu on va dire ça comment, la vision derrière cet algorithme. Maintenant, le DB-scan, lui, c'est la notion des densités. Donc, vous voyez ici, et vous voyez des cercles, au fait, parce qu'effectivement, il a un élément, epsilon, donc, qui permet de voir, au fait, le pourtour. Donc, on essaie de voir, exemple, un point, on essaie de voir, exemple, son rayon, en fait. Donc, les points qui sont situés à l'intérieur de son rayon seront les points communs, exemple, à ce point-là. Donc, exemple, si on prend, exemple, ce point vert, lorsqu'on essaie de tracer, si on considère que les points proches, exemple, de ce point, sont les points situés, exemple, à un rayon peut-être de 1 cm. Donc, lorsque on essaie de tracer le cercle de rayon, exemple 5 cm de centre ce point, on se rend compte, exemple, que ces deux points verts sont à l'intérieur de ce cercle. Donc ici également, nous avons un cluster. En fait. Voici pourquoi on parle de densité. Donc également, avec exemple ici le rouge, donc exemple lorsque l'on va tracer exemple peut-être ce point rouge ici, lorsqu'on va tracer son cercle, on va se rendre compte ici qu'il a ces deux points rouges. Et voilà, lorsqu'exemple on va tracer exemple peut-être le point, le cercle par rapport à ce point ici, on va se rendre compte qu'il a ces deux points là. Et donc, lorsqu'on essaie de regarder à qui l'on porte, on se rend compte que voilà, ces trois points, voilà, et en termes de densité, ils sont assez proches au fait. Mais exemple, le bleu, quand exemple on trace son point, vous voyez que le rouge, il se retrouve bien dans le cercle du bleu, mais en termes de densité et de proximité, au fait, il est plus, au fait, il est plus dans ce côté-là. Donc, vous voyez que en termes de cluster, on va dire qu'il appartient, exemple, à la classe rouge. Et le bleu, lui, exemple, ce point ne sera pas considéré comme une classe du bleu. Et c'est la même chose ici avec l'orange. Lorsqu'on trace son cercle, il n'a rien à l'intérieur. Donc, c'est la vision un peu voilà, des deux approches. Donc, la densité et, voilà, on va dire la proximité. Donc, après avoir dit ça, donc on va essayer de voir cela par des exemples. Donc, on va commencer. Voilà, donc voilà, on a commencé par ça, technique d'apprentissage non supervisé. Donc ici, on va prendre un problème de partitionnement. Donc le partitionnement et c'est voilà, on va faire du clustering. Donc on travaille avec NumPy, scikit-learn. Voilà, ces deux trucs. Voilà, on peut le supprimer. Bon, je l'ai laissé également. Peut-être ça peut vous servir pour exemple enregistrer des photos. Donc voilà, c'est un script qui peut être assez intéressant lorsque vous travaillez sur certains problèmes que vous voulez, exemple enregistrer des figures, voilà, etc. Donc voilà. Donc donc ici, on va implémenter l'algorithme de K-means. Donc, l'algorithme de DB-scan, donc c'est dans scikit-learn. Donc, vous pourrez le regarder. Donc, il suffit seulement, exemple, d'aller sur, pardon, voilà. Donc, si, exemple, je tape DB-scan, DB-scan, DB-scan,
dbscan sklearn. Donc vous voyez ici, vous pouvez le faire. Voilà, donc vous pouvez aller dans cette documentation, la regarder. C'est un algorithme simple, hein, il est simple, il est simple. Donc voilà, donc dans ce cas ici, on va parler de, on va travailler sur des exemples du K-means. Donc voilà, donc exemple, ça c'est donc à l'intérieur de sklearn, vous avez des datasets qui sont ouverts. Vous avez des datasets ouverts. Vous pourrez travailler avec eux. Donc, vous pouvez aller faire rechercher la documentation. Donc, ici, on va prendre un exemple des fleurs. Donc, c'est la fleur iris. Donc, c'est un exemple assez répandu et qui permet de faire de la classification. Bon, généralement, c'est dans le cas d'apprentissage supervisé parce que c'est un dataset déjà avec des sorties que l'on connaît. Mais c'est intéressant de voir plus ou moins une vision sur ce dataset. Donc, je vais essayer d'afficher, voilà, ce dataset. Bon, voilà. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, c'est une fleur qui a plus ou moins comment on va dire ça, des variétés au fait, qui a plus ou moins des variétés. Exemple, c'est comme la rose. Il y a la rose qui a plus une couleur rouge, tu as des roses qui ont des couleurs un peu plus roses, donc c'est plus ou moins ça. Donc voilà, on affiche la longueur des pétales, la largeur des pétales. Donc pour ceux qui ont assisté à la deuxième séance, donc ici c'est la manipulation des pipelines. Donc ici le IO, le BS, le G, on va dire à la puissance, c'est simplement des différents types de représentations. Donc ici vous voyez le vert, bleu, on va dire jaune. Donc ici c'est l'OIO, c'est pour iris et tout ça. Donc iris et tout ça, vous voyez c'est le jaune. Donc iris vesicolor, donc c'est BS, donc vous le voyez ici. Iris virginia, c'est le vert, il est en forme triangulaire. Et on a une autre représentation simple ici. Donc ici, ceux qui étaient au début avec moi, ils se rappellent de ça. D'abord, scikit-plot. Donc scikit-plot ici, ici c'est que le 1 c'est quoi? C'est le nombre de lignes. Le 2 c'est le nombre de colonnes. Et ici, le 2 ici, ça c'est comment on va dire, l'indice, voilà, l'ID de la figure. Donc, dans notre cas, on va afficher un élément. Donc, vous voyez que dans le premier subplot, on a affiché la première figure qui est un ID 1. Cette figure est affichée sur une ligne, la deuxième colonne. Donc, ça veut dire qu'elle sera la première ligne. Donc, plutôt à la première colonne. Vous voyez ici, elle est dans la première colonne. Dans la deuxième ici, elle va s'afficher à la deuxième colonne, en fait. L'indice ici, vous voyez. Donc, l'ID, c'est 2. Donc, vous voyez là la deuxième position. Donc, voilà, donc le cas ici, c'est la couleur. Donc, dans notre cas ici, c'est black. Donc, si vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, vous pouvez mettre des couleurs avec, comment on va dire ça, avec la représentation de couleurs, donc du style avec des dièses, donc HTML, voilà, avec des représentants HTML plutôt. Donc, voilà, le marqueur, c'est le type voilà, des points. Donc voilà la pétale length, font size. Donc tix param c'est pour le respect des axes en fait. C'est pour le respect des axes. Donc c'est un peu ça. Donc lorsque l'on l'affiche, donc vous voyez exemple dans ce cas,
donc ici, donc si on essaie de regarder en niveau de K-means, on se rend compte qu'ici, au fait, plus ou moins, on a des, on a des points qui sont regroupés. Donc, quelque part ici, également, on a des points qui sont regroupés. Voilà, et quelque part, voilà, on a d'autres points qui sont regroupés. Donc, si on essaie de regarder ici, donc vous voyez que, par exemple, au niveau de Iris et tout ça, donc si on regarde Iris et tout ça, vous voyez que la taille de ces pétales et la longueur de ces pétales, donc si on va dire que plus ou moins, ce type d'iris, il a des petites proportions en fait. Et on va dire il a des petites fleurs. Donc voilà. Et quand on essaie de regarder, exemple, iris vesicolore, eux aussi, on se rend compte que ils ont des, des largeurs quand même assez importantes, voilà, importantes. Et quand on regarde maintenant Iris virgina, on se rend compte que lui, il a des proportions très grandes. Donc, exemple, vous voyez que donc sa longueur peut aller vers voilà, les 2,5, tandis que, exemple, l'autre est dans les 0,5, les 2. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, dans notre cas, ça c'est un cas bien, c'est joli. Dans notre cas, c'est un cas bien, c'est un cas très joli. Donc, on se rend compte, par exemple, voici pourquoi lorsqu'on avait commencé notre cours, on a parlé au fait de la représentation de données, de tout ce qui concerne la visualisation des données, parce que voilà, c'est un processus. Donc, on avait parlé du step by step, comment mener un projet de machine learning. Donc ici, on le voit, c'était un cas joli. Donc, on va essayer de voir des cas, mais là, on va travailler avec des cas simulés où on ne connaît pas, en fait, parce qu'exemple ici, on sait que, voilà, ça, ce sont les éléments d'iris vesicolore, et on sait qu'ici, ce sont les éléments d'iris et tout ça. Et au niveau du vert, on sait que ce sont des éléments d'iris virginica, pardon. Donc, si maintenant on a un cas où on ne sait pas quels sont les types de fleurs que nous avons ici, alors si on essaie d'utiliser tout ce qu'on a déjà utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire tous les algorithmes qu'on a pu voir, c'est-à-dire de SVM, ça ne marche pas en fait. Parce que on aura un ensemble de points dont on ne connaît pas les classes. Donc imaginons-nous que on avait ce dataset, mais qu'on ne savait pas au fait que, exemple ici, ça sont les iris, c'est tout ça, qui est au niveau du bleu ici, on ne savait pas que c'était les versicolores, et au niveau du vert, on ne savait pas que c'était les virginica. Donc imaginons-nous qu'on nous a donné un dataset comme ça, en fait. Maintenant, on essaie de nous demander, exemple, de classifier de ce dataset, plus ou moins découvrir, voilà, ce dataset, au fait. Donc, vous voyez que, en ce moment, il faut utiliser un algorithme d'apprentissage non supervisé, au fait, pour qu'il essaie de nous séparer ça de cette façon. Donc, de telle sorte que il va nous apprendre que par exemple, les fleurs qui ont des pétales avec une largeur petite et une longueur petite, il va par exemple nous dire que tous ces points-là, ils sont regroupés dans une classe. Maintenant, ce sera à nous d'interpréter cette classe. Par exemple, quand on va regarder, on va se rendre compte que, ah, d'accord, donc, les pays regroupent, supposons qu'il nous a mis 90 fleurs, après, quand on a fait un machine learning non supervisé, il nous a regroupé 90 fleurs dans un cluster. Maintenant, quand on va essayer de comprendre ces 90 fleurs, on va se rendre compte que, ah, d'accord, ok, la plupart les 90 fleurs qui sont ensemble, ce sont des iris et tout ça.
Donc, c'est là l'importance maintenant du machine learning. Donc, il va d'abord nous regrouper ces différentes fleurs-là. Il va nous regrouper aussi ces différentes fleurs-là ensemble. Et également ça, maintenant, ce sera nous, à nous. C'est nous qui allons interpréter. Quand on va regarder, on va se rendre compte que, ah, d'accord, ce premier groupement qu'il nous a fait, au fait, ce sont les iris et tout ça. Ce deuxième groupement qu'il nous a fait, alors, ce sont les iris versicolores. Ce troisième également, c'est ça en fait, c'est ça en fait l'idée derrière l'apprentissage non supervisé. Donc cet algorithme de Cummins qu'on va voir là, c'est un algorithme assez puissant. Il est utilisé dans le traitement d'images, dans comment on va dire, le partitionnement, il est utilisé, voilà, même lorsque l'on fait une première analyse de données, et parfois c'est important d'utiliser ce genre d'algorithme. Oui, Clarisse, on t'écoute. Ah, oh, pardon, pardon, Béatrice, pardon, Charlène, pardon. C'est ton deuxième mot qui me fait bugger. Oh, oui, oui, mhm. Ouais, ok. D'accord, oui, je comprends ta question. Oui, donc ce sont tous les éléments de la base de données, mais également avec ce que tu viens de dire, en étant dans une certaine plage, tu vois. Donc à ce niveau, ça c'est ce qu'on a quand on avait vu le Matplotlib, on avait parlé également de l'indexage, du slicing au fait. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc qu'est-ce que je dis? J'ai exemple ici, je dis que quoi? Tu vas m'afficher tous les éléments de X, mais à la colonne 2, qui ont pour Y égale à 0. Également ici, également, c'est ce que j'ai dit maintenant ici. Ici, tu vas m'afficher tous les éléments, mais pour la colonne 2. Donc là ici, c'est l'indexage. Ici, ça, c'est le slicing. Donc, c'est-à-dire que je pointe, au fait, un ensemble d'éléments. Donc, l'indexage, ici, c'est la colonne. Ici, c'est le slicing. Donc, j'essaie de couper, au fait, comme si je sélectionne un sandwich ou bien du saucisson. Donc, j'ai fait du slicing. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ici, il va nous donner les éléments qui sont marqués par Y égale à 0, les éléments qui sont marqués par Y égale à 1, les éléments qui sont marqués par Y égale à 2. Mais pour la colonne 2. Et également ici, c'est la même chose. Donc, je refais la même chose, 0, 1, 2. Donc, ici, tu as ici, on dit ça, il est où? Tu as la longueur. Tu as la longueur ici. Et ici, tu as la largeur, en fait. Donc, si on essaie de voir ici, donc au niveau de, 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 de x, il est où? X, pardon. X, X, X. Hum, il est où? Il est où? Et donc, je vais exemple prendre. Donc voilà, je vais faire ça exemple. X, voilà, on va l'afficher, c'est mieux. Par exemple, on va l'afficher. Donc, je l'affiche ici. Donc, voilà, tu vois. Donc, on a la première colonne, c'est 5,1. La deuxième colonne, c'est 3,5. La quatrième colonne, c'est 1,4. La quatrième colonne, c'est 0,2. Donc, et à ce niveau, c'est ce qui est ici. Donc, quand je viens à ce niveau pour y égale à 0. Donc, on regarde la colonne 2 et
0, 1, 2. Donc, quand on regarde, on regarde. Donc, il va nous pointer ces éléments-là. Et également, maintenant, pour la colonne 3, exemple, ici, on va le compter également. 0, 1, 2, 3. Donc, également, il va nous donner ces éléments-là, en fait. Donc ici, pour dire en fait, on fait du slicing, ça c'est le slicing, et ici maintenant on fait l'indexage en fait. Donc c'est plus ou moins quand on avait parlé de Panda et NumPy, et on avait essayé de parler un peu de ça, parce que justement, lorsque l'on fait la représentation de données, souvent on va faire des choses comme ça en fait. Souvent on va faire des choses comme ça. Donc c'est plus ou moins ça. Et le Y, on peut on peut justement faire ça. Donc je vais mettre un nouvel élément pour que l'on voit. Voilà, Y. On va prendre Y. Donc donc on va afficher. Donc vous voyez, Y il est là. Y, quels sont les différents éléments de Y? C'est là, c'est 0. C'est 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Donc voilà. Maintenant, si je fais maintenant, voilà. Maintenant, si j'affiche, voilà, je vais maintenant, il est où? Voilà, X égale à 0. Donc, lorsque je fais maintenant Y égale à 0, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne normalement un vecteur, en fait, avec les positions. Voilà, vous voyez, il nous donne un vecteur avec des positions true, 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 false, 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 false. Donc, à chaque fois que cette condition ne sera pas vérifiée, il va nous donner un nombre, en fait. Il va nous donner un nombre. Plus ou moins, c'est un peu ça derrière ici que l'on fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Charlène. Sinon, je suis toujours disponible. On peut rediscuter. D'accord. De rien. Donc, après, pam, pam, pam. Donc, voilà ici maintenant le scarter. Donc, vous voyez qu'au niveau du scarter, on va prendre tous les éléments de X. Donc là, vous voyez, là, on est en train de faire toujours du slicing. Mais là, maintenant, comment on va dire, on ne se déplace plus en fonction du Y, en fait. S'il faut dire ça comme ça, on se déplace plus en fonction du Y. Donc là, on va prendre, c'est un nuage de points, on va prendre tous les éléments du Y de 0 jusqu'à exemple s'il a 1000 éléments jusqu'à 1000, mais pour la colonne 2. Donc pour la colonne 2, également ici c'est la même chose, on va prendre tous les éléments des éléments jusqu'à la colonne 3. Et donc ici c'est quoi? On va afficher la taille des pétales. Donc si on regarde au niveau du X, on a affiché X ici quelque part. Alors ça c'est, on a affiché X égale à 0. On a affiché X égale à 0. Je pense que c'est la même chose, hein, si je ne me trompe pas, je pense. Donc ici, quand on prend X de la colonne 2, la taille des pétales, la longueur des pétales, pardon. Donc si on essaie de compter, il est où? Voici exemple, ça c'est X égale, mais si c'est X aussi, c'est pareil. Donc on peut prendre un nouvel élément, on va faire B. On va faire exemple X, on va faire X ici. Donc on va envoyer. Donc voilà, vous voyez. Donc c'est toujours, vous voyez que la forme c'est la même chose, mais c'est le pointage qui est différent en fait. C'est le pointage qui est différent. Donc vous voyez ici, donc quand j'essaie de compter, donc là, on va regarder l'élément de colonne
2 et l'élément de colonne 3. Donc, on va le regarder. On va compter 0, 1, 2. Donc, on va prendre ça et on va compter ici 0, 1, 2, 3. Donc, voici le troisième ici. Donc, ces deux éléments, c'est donc ici, on affiche la longueur des pétales. Donc, vous voyez, c'est ce que, en fait, on le fait, qu'on fait, en fait, ici. Donc, plus ou moins, c'est ça ce que l'on fait. Et après, donc, ça, c'était pour essayer de préciser plus ou moins cette figure-là, comment elle est affichée. Donc, c'est plus ou moins ça. Et après ça, maintenant, donc, je disais que, donc là, ici, on a un cas gentil, au fait. On a un cas gentil. Et dans ce cas gentil, ce qui s'est passé, c'est que nous, on sait déjà le type de fleur, en fait. Mais on va faire un cas ici. On va dire, mais c'est un cas simulé, hein, la réalité, c'est ça, où on ne sait pas quel genre, à quelle catégorie de points, à quelle catégorie d'éléments, à quelle catégorie de fleurs, à quelle catégorie d'images appartient, exemple, un objet. Donc ici, donc cet élément make blob, on va l'utiliser. Donc qu'est-ce qui en fait il permet de faire? Il permet de créer justement des éléments en fait aléatoires en fait, comme lorsqu'on a vu les librairies Linspace et le module de NumPy et Range. Donc lui ici c'est la même chose, mais qu'est-ce que lui va nous permettre de faire? Donc euh, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de nous créer 2000 points avec les centres. Donc ces points seront regroupés autour de ces différents centres-là. Donc on aura un centre qui aura pour longueur x 0,2, pour y 2,3, pour x égale à 1,5 et y égale à 2,3. Donc on a combien de centres ici? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va créer, donc vous voyez après ici, on fait un regroupement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de nous créer un ensemble de points. Mais là, ici, c'est comme je répète, c'est simulé, c'est de la simulation. Un ensemble de points qui est regroupé autour de ces différents centres-là qu'on a ici. On a ces différents centres-là. Le random state, on sait ce que c'est le random state. Le random state, on a dit quoi? Que c'est la façon de simuler le hasard, en fait. Donc, de telle sorte que, exemple, si on relance ces deux opérations, exemple, 50 fois, on va retrouver la même chose, la même simulation, en fait. Donc, maintenant, ici, vous voyez cluster STD. Donc, à chaque fois que vous voyez STD, c'est quoi? C'est la notion d'écart type, en fait. Donc, là, ici, on essaie de dire comment on va dire ça, le nombre d'écarts en fait. Donc exemple plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Donc exemple si lorsqu'exemple on essaie de dire exemple lorsqu'on calcule exemple une moyenne, on dit exemple que c'est la moyenne exemple elle est de 1000 avec un écart type exemple de 6. Donc ça veut dire que si on trouve un élément qui est des si on trouve un élément qui est donc la moyenne tourne autour de voilà c'est ça le mot correct, la moyenne tourne autour de 10 1000 plus 6 ça fait combien? Ça fait 1006 et entre 1000 moins 6, ça fait 9994. Donc voilà, donc on va dire la moyenne est située entre ça en fait. Donc c'est la même chose qui est ici au fait. Donc lorsqu'on lance cette simulation, donc ici, bon ça c'est une fonction, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je ne l'ai pas compilé ça, c'est normal. Voilà, là maintenant ça marche.
Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on essaie d'afficher ça, donc toujours avec le scarter, donc comme je disais, le scarter, on l'a vu, c'est nuage de points. Donc le C, je crois que c'est, voilà, c'est le Y, c'est le Y, l'axe Y. Le S, je crois, c'est la taille des centres, si je ne me trompe pas, donc c'est ça. Donc voilà, donc vous voyez que on a créé combien de points? 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Donc on a combien de points qui on va dire regroupables? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et quand vous essayez de voir ici, lorsqu'on a mis le STD, exemple, ici, on a dit que on peut avoir un écart de 0,4. Après, ici, on a dit un écart de 0,3. Après, ici, on a dit ici, c'est 0,1, 0,1, 0,1. Donc, vous voyez, ça, ce sont, exemple, les trois derniers. Ils sont ici. Et voilà. Ça, c'est les deux premiers. Ils ont des écarts type assez quand même grands. 0,4, 0,3. Donc, voilà. Donc, ça, c'est de la simulation. Donc, maintenant, lorsque, par exemple, maintenant supposons qu'on ait un ensemble de points comme ça dans la réalité. Donc ici, on a simulé ça pour pouvoir travailler avec ça. Mais dans la réalité, on peut avoir le cas, exemple, de ces fleurs. Voilà, on peut avoir le cas des images. Donc, exemple, lorsque l'on fait de la segmentation d'images, parfois on peut utiliser ce genre de technique pour séparer les pixels. Par exemple, les pixels qui sont très proches. Exemple, si on fait de la détection, exemple, pardon, d'objets à l'intérieur d'une image, on peut exemple, se rendre compte que les pixels qui sont très proches sont des pixels, exemple, qui décrivent un objet. Donc, exemple, dans une image, s'il y a une personne, exemple, un chat, on va se rendre compte que les pixels qui décrivent le chat sont des pixels qui sont très proches. Bah, alors que, exemple, les pixels qui décrivent l'homme, eux aussi ils sont aussi proches. Donc, c'est aussi une technique qui est utilisée dans ce genre de cas. C'est un algorithme très puissant. Donc, après ça, on a l'autre maintenant, ici au niveau de ces méthodes-là. Voilà, on a déjà parlé de ça, fit et predict dans le machine learning, mais ici aussi c'est la même chose. Donc ici, on utilise l'algorithme K-means. Donc l'algorithme K-means, ici, donc vous voyez que voilà, ça c'est parce qu'on sait en fait, ici on sait qu'on a 5, que lorsque l'on a fait notre simulation, on a 5 clusters. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Donc les 5 clusters ici, on a Y. Ici on a mis K égale à 5, on le sait dans notre cas. Et on va essayer de faire une prédiction. Donc K-means ici, donc dans le K-means, on essaie de mettre le nombre de centroïdes. Et dans le random state ici, vous savez, random state, c'est le genre aléatoire. Et predict, on a déjà vu ça. On a aussi vu la fonction fit predict qui permet de faire le fit, donc la transformation, plutôt l'apprentissage, pardon, et la prédiction en même temps. Donc c'est ce qu'on essaie de faire ici. Donc après, on va exemple afficher. Donc voilà, exemple, dans le cas exemple des X, lorsqu'on essaie de, de faire une prédiction, donc ça veut dire exemple que le premier élément de X, il appartient au cluster 4 en fait. Donc si on essaie de regarder exemple ici, le cluster 4, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc exemple, il va appartenir au cluster 15 centre ici en fait. Donc c'est plus ou moins ça. Donc voilà, bon, ça c'est pour voir les labels. Voilà, donc à l'intérieur de K-means, ça c'est maintenant niveau programmation. À l'intérieur de K-means, et l'élément label peut nous donner l'ensemble d'éléments qu'il a trouvé. Donc exemple les Y près d'ici, on peut exemple voir s'ils sont contenus à l'intérieur du K-means au fait lorsqu'il a prédit des choses, lorsqu'il a fait l'apprentissage. Donc voilà, ce sont les éléments que l'on peut envoyer. Vous voyez, lorsqu'exemple on fait K-means, on essaie de voir ces clusters. Donc on voit exemple que le premier cluster, son centre, voici
il a pour y temps, il a pour x 2,80 et quelques, et pour y 1,80 et quelques, et ainsi de suite. Donc les labels aussi, on peut aussi les regarder. Voilà. Donc voilà, donc il y a assez d'éléments. On peut voir les labels. Donc maintenant, si voilà, ils ont un cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau point. Donc avec NumPy, ça c'est les premières choses qu'on a vues, je pense dans la séance 2, que dans l'élément NumPy avec Panda. Donc exemple ici, on crée un nouvel élément. Donc ce nouvel élément, voilà, c'est un vecteur. Il a l'élément qui a pour x0, y2, et voilà. Donc 1, 2, 3, 4, on a 4 éléments. Donc maintenant, on va essayer de faire une prédiction en fonction de l'apprentissage que a fait l'algorithme de Cummins tout à l'heure, en fait, à ce niveau ici, lorsque Cummins a fait l'apprentissage. Donc, on va essayer maintenant de voir à quelle classe maintenant appartient cet élément, en fait. Ça, c'est un nouvel élément. Mais ça peut être aussi même une image, ça peut être après même du texte, Personnellement, j'ai eu plus ou moins à essayer, je vais pas dire voilà, à manipuler cet élément pour du texte en fait. Donc ça peut aussi être vu comme ça, mais ça marche pas trop bien là-bas en fait, parce que le texte il y a un peu plus de logique. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une prédiction. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit au fait que le premier élément, il appartient à la classe 1. Le deuxième élément, il appartient aussi à la classe 1. Le quatrième élément, il appartient à la classe 2. Plutôt le troisième à la classe 2. Et le quatrième élément, il appartient aussi à la classe 2. Donc, vous voyez que, donc, lorsque je parlais, exemple, des iris et tout ça, donc de cet exemple-là. Donc, il peut y avoir un cas où on nous donnait juste les fleurs et après on veut nous demander à quelle catégorie appartient en fait chaque objet ou bien chaque élément en fait différentes fleurs, différents enregistrements qu'on a en fait. Donc ici on a un cas où on le voit. Donc si vous voyez, donc dans le cas mis à ce niveau, on commence comment? On commence avec des points aléatoires. On n'a pas de classe. Vous voyez, on commence avec des points aléatoires. On ne sait pas à quelle classe ça appartient, à quel groupement ça appartient. Donc voilà, on a des points comme ça. On ne sait pas. Maintenant, là, c'est même parce que les points sont petits, on a la possibilité de le voir. Les dimensions, c'est joli, c'est 2 dimensions. Mais il peut avoir, dans certains problèmes réels, on peut avoir des points qui ont 1000 dimensions. Et là, ça c'est pas assez évident de, de faire ce genre de choses, en fait. Donc, voilà, de même parfois voir, en fait. De même parfois voir, parfois c'est pas évident. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que, ici, lorsqu'on fait une prédiction, on trouve que ça appartient à l'élément 1, ça appartient à l'élément, voilà. Donc ici, on va parler d'un diagramme qu'on appelle le diagramme de Voronoi. Donc, en mathématiques, en fait, c'est un diagramme qui permet de, comment on va dire ça, de faire la séparation entre des éléments. Donc, on va essayer de l'afficher ici. Après, je vais essayer de commenter ce code-là. Ok, donc on va l'afficher. Donc voilà, donc voici le diagramme de Voronoi. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché ça avec le pyplot de Matplotlib. Maintenant, le diagramme de Voronoi, vous voyez qu'il nous fait des découpages. Donc ici, il affiche les centres. Donc vous avez ici le centre, ici vous avez le deuxième centre, troisième, quatrième, voilà. Et il nous fait des séparations entre les différents éléments. Donc, c'est bien pour la visibilité, pour mieux comprendre peut-être ce qui se passe, voilà. Donc, si on essaie de commenter ça, donc ici, on fait un affichage, ça, vous connaissez, c'est pyplot. On affiche la longueur, on affiche la largeur. K, c'est, comme je disais, c'est la couleur.
et le type. Donc ici, c'est le point. Marker size, c'est la taille on va dire des points. Voilà. Maintenant, après, on crée une autre fonction, plot centroid. Donc ici, il va nous permettre de, qu'est-ce que cette fonction nous permet? Elle nous permet de dessiner ça. Ces trucs qu'on croit que vous voyez. Donc, ce sont les centres. Par exemple, dans notre cas, lorsqu'on a fait une simulation, on a fait la simulation avec ces différents centres-là. Et voilà, donc il va nous dessiner ces centres-là. Donc, lui, c'est ce qu'il va faire. OK. Maintenant, donc ici, on lui donne les centroïdes. Dans le weight, ici, ce sont les poids du centroïde. Donc, le X et le Y. Voilà. Donc, dans notre cas, c'est un cas gentil. Hein. Comme je disais, c'est un cas gentil. On a deux dimensions. Donc, si curl color, c'est la couleur de, comment on va dire ça, des éléments. Le cross color, je crois que il y a un qui est le background, il y a un qui est la couleur de l'élément. Donc, on va le voir ici. Donc, ici, on essaie de voir si on a donné si en fait, ici, if way, là, c'est si, en fait, on a donné des poids, en fait, des poids pour nos centroïdes. Voilà. Donc, pour les centroïdes, pour les dessiner, donc on va faire, on va prendre les max, voilà, on va prendre les max pour, en fait, ça c'est pour la représentation. Donc, on va mettre, c'est comme une mise à jour, voilà. J'aimais de dire ça comme ça, c'est comme une mise à jour. Et là, toujours, vous voyez que là, c'est ce qu'on appelle toujours le slicing. Mais là, maintenant, on le fait avec un élément qui renvoie un booléen en fait, comme l'autre y est égal à 0. Donc ici c'est pareil. Donc si le weight ici il est supérieur au weight max divisé par 10, donc voilà, ce centroïde là, il va prendre les centroïdes qui vont respecter ça en fait, qui vont respecter ça. Donc voilà, c'est pour mieux afficher les choses. Voilà, parce que exemple, si les centroïdes sont, par exemple, ont des poids assez très grands, et ça peut être difficile de les représenter, donc on peut prendre c'est mieux de prendre des tailles assez petites pour mieux, voilà, pour mieux représenter des choses. Donc voilà. Donc après ici le PLT scarter. Donc on va maintenant on affiche pleinement l'élément du centroïde. Donc on va afficher le X du centroïde qui est 0 et après on va afficher le Y du centroïde. Le marker, ce sont les points. Et le S ici, c'est la taille de l'élément, donc qui est 35. Donc on peut essayer de le faire ensemble, hein. Donc pour voir un peu, bon, je vais commencer par ça. Pour exemple 35, je vais mettre par exemple ici 20. Donc vous allez voir la différence. Donc voilà, vous voyez que la figure au niveau du centroïde, il y a un changement en fait. Ça c'est juste au niveau de la taille en fait. C'est juste au niveau de la taille. Donc voilà. Donc on va remettre les 35. Donc je vais lancer ça. Je vais lancer ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que c'est ça. Après ça, donc après on fait encore un autre sculpter. Donc ici, ça c'est maintenant pour les X. Donc parce qu'ici on trace l'élément, donc ce sera un simple point. Maintenant à ce niveau, on trace maintenant l'élément avec la barre au fait. Et vous voyez que les échelles maintenant ne sont plus pareilles. Ici maintenant on met l'échelle 2. Et comme c'est la croix, il est un peu plus grand. Bon, c'est pour le voir encore, je peux mettre 4. Vous allez voir comment ça va encore sur. Donc on l'a vu, mais comme on n'a pas tout vu, vous voyez, voilà, vous voyez comment le X maintenant il est un peu plus prononcé au fait. Avant on voyait plus le blanc. Maintenant là vous voyez comment le X il est plus prononcé au fait. Donc c'est ça au fait, c'est ce qui est là. Donc ça c'est la croix ici qu'on affiche.
Donc le liner ici, ça c'est également la taille, hein. Ça c'est également la taille de l'élément. Et voilà. Donc vous voyez ici couleur cross color, voilà. Donc voilà. Donc ici le cas on a mis cross color égale K, c'est on a mis K ici c'est le noir. Donc vous voyez que quand on a affiché, vous voyez qu'il met ici il met le noir. Vous pouvez mettre une couleur HTML également. Après ça, donc les ordres ici, ça c'est aussi de l'affichage, hein. Line 12, orders, c'est de l'affichage. Le alpha, on l'a vu, le alpha en fait c'est aussi lié à la couleur. Donc lorsque exemple on fait un alpha égale 0,4, il y a comment on va dire, il y a une petite modification couleur, au niveau de la couleur. Donc, Zorder, Line Border, S, ce sont des éléments qui nous permettent au fait de, comment on va dire ça, de jouer avec l'affichage au fait, avec l'affichage. Donc, c'est ce qu'il faut voir ici. L'élément Zorder, il est un peu plus subtil. Vous pouvez aller regarder la documentation pour mieux comprendre ça. Il est un peu plus subtil, mais il sert également pour à mieux affiner l'affichage. Donc après ici, maintenant, voilà ici maintenant, on va faire l'affichage. Donc dans cet affichage, donc on va lui donner des clusters, on va lui donner le X, la résolution. Donc ça c'est pour les tailles, hein, pour l'affichage. Le show centroid, c'est pour dire en fait on va afficher des choses comme ça en fait pour ça. Show label, c'est pour ça en fait, ces choses-là. Euh, show, voilà, show label. Donc maintenant ici, euh, ça c'est pour la manipulation de cette fonction en fait. Donc cette fonction on l'a vue dans quand on a parlé de la, la bibliothèque NumPy. On a parlé de ça, MashGrid. MashGrid, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en fait que c'est une fonction qui nous permet de représenter, lorsque l'on veut représenter une fonction à plusieurs variables en fait. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Donc ça, pour toute cette gymnastique au fait, c'est pourquoi en fait? C'est pour faire ces délimitations là en fait. C'est pour ça en fait. Toutes ces délimitations qu'on fait ici. Donc c'est ça. Donc ici au niveau du min, donc le min, pourquoi on va prendre on a besoin du min du x, on a besoin du max du x, et ici c'est voilà toujours plus ou moins l'erreur. Donc après une fois qu'on a fait ça, voilà, on utilise le min et le max, voilà, souvent leur position et la résolution. Donc la résolution ici c'est 1000, c'est la taille. Et voilà. Et voilà, maintenant ici c'est le Y. Donc lorsqu'on a parlé de match libre, qu'est-ce qu'on a dit? On lui donne X et Y. Donc ça c'est normalement ça c'est le X et Y. C'est ce qui est là. Ça c'est le X. Ça c'est le Y. Voilà. Mais ce sont des tableaux lorsqu'on a parlé de ça. Maintenant, les X, Y qu'ils vont nous donner. Ici maintenant on va faire maintenant de la prédiction. Donc au niveau du cluster, ça c'est l'algorithme lui-même de prédiction en fait. Ça c'est l'algorithme lui-même de prédiction du K-means. Donc on va lui donner les éléments X qu'il a trouvé et il va nous donner une sortie. Après ici, on fait comment on va dire ça? Le shape, pardon. C'est, on a vu, je cherche le mot, c'est comment on va dire ça? C'est, non, non. On va dire, c'est le changement
Un redimensionnement, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. On va faire un redimensionnement parce que quand, exemple, il va sortir et il aura une certaine taille, au fait. Donc, il faut qu'on s'assure. Donc, maintenant, NP ici, ça aussi, vous m'avez pas demandé. NP ici, c'est NP.c. Ça, c'est, je pense, c'est c'est la combinaison. C'est la combinaison. Lorsqu'exemple, on veut coller deux vecteurs, en fait. C'est ce qu'on fait ici. On- la concaténation. Merci, c'est ça le mot, la concaténation. Donc, voilà. Au niveau des contours, donc ici également au niveau des contours, donc vous voyez, ça c'est pour toutes ces gymnastiques-là. Donc on va lui donner le min, le max, voilà. Le pastel, ça c'est le pastel, je pense que c'est ce qui est ici, hein, si je me trompe pas. C'est le ici, c'est ce qui est ici, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Donc après ça, donc il y a voilà. Donc vous voyez qu'ici il y a d'abord le contour F, voilà. Et après il y a le deuxième contour. Donc le contour F, je pense que c'est c'est le contour, si je me trompe, si je sais pas. Je sais pas si c'est le contour au niveau de la longueur ou au niveau de la largeur, je sais pas. Franchement, j'ai préparé ce cours la dernière fois. Donc, après avoir fait ça, donc ça c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui existent. Vous pouvez le manipuler également. Après, maintenant au niveau de plot data, donc on affiche maintenant le plot data. Ici, on contrôle G si on doit afficher les centroïdes, si on ne doit pas afficher les centroïdes, et ainsi de suite. Le label bottom, c'est pour la visualisation des labels, mais en respectant l'axe prioritaire, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui est venu, je pense, avec une certaine version d'SQLearn, plutôt de Matplotlib, pardon. Donc, voilà. Donc, ici, c'est juste des vérifications de cette fonction. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer le diagramme de Voronoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que, voilà, on a une certaine visibilité. OK. On a cette visibilité, c'est très bien, voilà, voilà, on voit bien les choses. Mais, toujours que là, nous sommes plus ou moins dans un cas gentil. Donc, ici, on va essayer de voir aussi ça. Donc, la notion Camins, lui aussi, il a il a l'élément transform que l'on a vu également, la fonction transform, lorsqu'on a parlé de scikit-learn, que la plupart des algorithmes de scikit-learn, ils possèdent cette, cette fonction. Donc la fonction transform, en fait, ici, qu'est-ce qu'il nous permet de faire, en fait? C'est une transformation. Donc, exemple, si vous voyez l'élément X nouveau qu'on a créé ici, le nouvel élément, on l'a créé où, s'il vous plaît? Voilà, on l'a créé ici. Donc, quand je fais X transform, au fait, il va transformer cet élément, vous voyez, qui était sur quoi? Qui était sur deux dimensions. Donc, il a un élément 0 et un élément 2. Il va maintenant transformer cet élément en fonction des différents centres. Mais des différents centres, par rapport à la distance. Donc, il va nous donner la distance par rapport au premier élément, la distance par rapport au deuxième élément, la distance par rapport au troisième élément, et ainsi de suite. Donc, lorsque l'on va maintenant afficher cet élément, donc vous voyez, si j'essaie de regarder, l'élément 1, en termes de distance, vous voyez que sa distance la plus grande, la plus petite, pardon, vous voyez que c'est 0,32. Donc 0,32, lorsqu'on a fait la prédiction, on a dit que, vous voyez, on a dit qu'ils appartenaient au cluster 1. Vous voyez, regardez ici. On a dit qu'il appartenait au cluster 2. Pareil pour le deuxième élément, on va aussi regarder au niveau du deuxième élément. Donc le deuxième élément, il est ici. Le deuxième élément, on va regarder sa distance la plus petite.
c'est ici aussi, c'est 2,80. Donc 2,80, c'est toujours le cluster 1. Et on va regarder le troisième élément. Sa distance la plus petite, c'est ici au fait. Donc c'est 0,29. 0,29 sur le cluster 2. Et quand on a fait la prédiction, on l'a vu. Donc, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'élément transform. Et voilà. Donc c'est parfois cette fonction est importante parce que elle peut nous permettre, lorsque, exemple, on va, exemple, travailler avec des éléments, avec des dimensions assez grandes, lorsqu'on parle de réduction des dimensions, cet élément peut nous aider énormément. Je donne un exemple. Supposons que on a travaillé avec des points qui avaient 1000 dimensions. Et que, exemple, lorsque maintenant on essaie de faire l'algorithme de K-means, on le fait autour de 5 centres. Et une fois qu'on a trouvé les 5 centres, vous voyez que on peut maintenant passer des points qui étaient à 1000 dimensions sur 5 dimensions en fait. Donc ça aide énormément en fait également lorsque l'on traite des problèmes de réduction des dimensions. Ça c'est un algorithme assez puissant. Il est beaucoup utilisé dans différents cas en fonction du problème. Ok. Donc on a vu ça. On a essayé de voir le diagramme de Voronoi. Ok. Maintenant, ici, au fait, il y a une chose avec cet algorithme, c'est que cet algorithme, il est beaucoup dépendant de l'état initial, en fait. Et donc, ça veut dire, quand on parle qu'est-ce qui est dépendant de l'état initial, ça veut dire que si, exemple, on le lance une fois, là, ce que vous allez trouver lorsque vous l'avez lancé la première fois peut être différent de ce qu'on va trouver lorsqu'on va le lancer la deuxième fois, en fait. Mais, actuellement, avec des recherches qui ont été faites, là c'est juste à titre informatif parce que bon, voilà, il peut y avoir des chercheurs qui ont besoin de ça pour comprendre voilà, certaines choses. Donc voilà, donc ici on a cet élément et donc ça c'est juste à titre informatif. À l'intérieur du K-means, pour avoir l'algorithme de départ, c'est cet algorithme-là, le full. Voilà. Donc, c'est l'algorithme original, mais dans le K-means qui est fait, cet algorithme n'est plus vraiment utilisé. Il y a un algorithme modifié qui est utilisé. Donc ici, je vais essayer de faire un affichage de ce qu'on a vu. Voilà. Donc, vous voyez que l'état initial. Donc, pour le premier élément, vous voyez que les éléments ne sont pas placés aux mêmes endroits. Donc, on a fait un K-means 1. Donc, ici, on a fait un K-means 1, un K-means 2, un K-means 3. Donc, lorsque l'on le lance, et les séparations sont pas les mêmes, en fait. Les séparations sont pas les mêmes. Donc, c'est ça la sensibilité à l'état initial. Donc après avoir vu ça, comme je disais, dans notre dans le K-means par défaut, c'est un autre algorithme, on va dire ça comment, amélioré du K-means qui est exécuté. Et après ça, une fois que l'on a fait ça, maintenant comment trouver le meilleur cas? Donc ça c'était une autre question. Donc je vais essayer de résumer ça. Donc on est parti des points dont on ne sait pas leur classe. On a utilisé la méthode de K-means avec 5 points dont on a fixé donc on est en fait dont on a fixé les points en fait. On a fixé nous-mêmes les points, ces points des dimensions. Ok. On a vu que il est sensible aux conditions initiales. Ok. Maintenant, ici, c'est que dans les travaux que l'on fait, on peut ne pas toujours savoir, le nombre de points qui résument bien notre problème, et deux,
on peut ne pas savoir en fait le nom avec quel point on peut démarrer en fait. Donc voici pourquoi. Et là maintenant j'ai terminé avec ça. L'algorithme de K-means qui est utilisé par défaut, c'est un algorithme de K-means amélioré. Ok. Voilà. Donc ça c'est voilà comment trouver au fait le meilleur cas. Donc dans un cas ici exemple, lorsque et dans ce cas exemple, on a fixé le nombre de cas 1, 2, 3, 4, 5. Ici le nombre de cas 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour les deux comment on va dire ça, pour les deux implémentations, lorsque l'on fait le diagramme de Voronoi, en fait, on se rend compte que les choses ne sont pas bien séparées. Ici, plus ou moins, il est bien séparé. Donc ici, on a, c'est voilà, avec une initialisation aléatoire. Ici, on a fixé l'initialisation. Ok, donc c'est ici. Donc on a donné le nombre de clusters 5. L'initialisation, ça c'est le nombre de fois qu'on va faire tourner l'algorithme. Le random state, on le connaît. Donc ici, on a mis un deuxième germe aléatoire différent. Donc voici pourquoi les deux figures sont différentes. Voilà. Donc voilà. Donc ici, cette partie, dans la façon de voir de K-means, nous dit que c'est la même chose au fait, alors que c'est pas vrai. Et ici, dans la partie ici dans cette partie, il nous dit ici aussi que c'est la même chose alors que c'est pas vrai. Ok. Donc maintenant, là maintenant, cette partie, on est en train de se poser la question comment choisir le meilleur cas en fait. Donc pour choisir le meilleur cas, il y a une méthode qui est basée sur l'inertie en fait. Donc l'inertie, il y a ce qu'on appelle la notion des barycentres. Donc c'est-à-dire que voir la meilleure équilibre en fait du cas en fait. Donc c'est ce qu'on essaie de voir ici. Donc si on aura une vision mathématique, c'est un peu comme la notion des barycentres. Donc on va essayer de voir l'inertie. Donc quand on calcule l'inertie, il est calculé en fonction des points. Donc quand on essaie, donc son inertie ici, il est de 211. Voilà, donc ici on dit pour sélectionner le meilleur modèle, nous aurons besoin d'un moyen d'évaluer les performances du modèle. Malheureusement, le clustering est une tâche non supervisée, nous n'avons donc pas les cibles, donc les classes. Mais au moins nous pouvons mesurer la distance entre chaque instance et son centroïde. C'est l'idée derrière la métrique d'inertie. Donc, quand, par exemple, on a fait les autres algorithmes, par exemple, lorsqu'on faisait le cross-validation, on a utilisé, exemple, la MSC, qui est une métrique qui nous permet de voir comment la perte diminue. Donc ici, au fait, c'est la même chose, mais c'est juste que on est maintenant dans l'apprentissage non supervisé. Donc cette métrique-là, donc on peut aussi la retrouver, hein, donc conjuguée avec l'élément transform qui nous donne la distance par rapport à chaque élément des centroïdes. Et ici, on applique maintenant la somme sur chaque élément de x au fait. Sur chaque élément de x, ça c'est une transformation simplement qui nous permet de faire de l'indexage et du slicing. Ok. Donc, une fois que, donc, lorsqu'on essaie de le retrouver avec l'élément somme de NumPy, on retrouve le même élément de K-means inertie. Ok. Donc, après avoir vu ça, on peut aussi le voir avec l'élément score. Il va aussi nous donner la même chose, mais juste qu'il nous donne avec un nombre négatif. Ce nombre négatif, lorsque on a fait le cross-validation, on a aussi vu ça là-bas que c'est une notion d'interprétation. Donc, exemple, pour certaines personnes,
lorsqu'il interprète avec la notion de la négativité, il va par exemple dire qu'on s'intéresse par exemple à l'augmentation, alors que d'autres exemples vont s'intéresser au fait à la baisse. Donc c'est plus ou moins ça. Maintenant, ici, donc ça ce sont des références, comme je disais, à l'article par défaut, à la méthode, pardon, par défaut utilisée par Cummins. Donc ça c'est juste des références. Et ici ils expliquent plus ou moins comment on trouve les centroïdes. Donc l'idée c'est que la question c'est comment trouver le meilleur cas. Donc l'idée c'est quoi? K-means dépend de l'aléatoire, des conditions initiales. Donc l'idée derrière cette technique, c'est de prendre des éléments aléatoires et au fur et à mesure, lorsque on incrémente l'algorithme, par exemple la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, au fur et à mesure, en fait, on va calculer une distance du meilleur cas, en fait. Donc le cas qui sera assez stable, et c'est celui-là en fait qui deviendra plus ou moins en fait le meilleur centre en fait. Donc également, parce que ça peut arriver aussi que dans certains travaux, je sais pas, dans certains problèmes, on peut avoir envie comment on va dire ça, de commencer avec exemple différents des centroïdes que l'on connaît. Plus ou moins on sait exemple, c'est-à-dire qu'on a une indication sur l'ensemble des données sur lesquelles on travaille. On peut décider aussi de imposer les centres en fait par lesquels on va commencer. Donc avec le K-means aussi possible. Donc vous voyez qu'ici on donne aussi 5. L'unit, on lui donne ça, ces éléments, ces différents éléments-là. Donc qui seront les centres par lesquels on va commencer notre algorithme. Le nombre d'itérations, ça c'est le nombre de fois qu'on va lancer l'algorithme. Le random state, on le connaît. Donc on va faire tout ça. Donc lorsqu'on fait tout ça, donc on voit que ici, l'inertie, c'est le nombre 211. Or avant, donc je pense que c'est la même chose, hein. C'est la même chose. L'inertie est de 211. Après ça, donc ici, voilà. Ça c'est, voilà. Et ici, c'est juste la comparaison entre l'algorithme de K-means amélioré, qui est LCAN. Donc, comme je disais, ça c'est l'amélioration du K-means. Donc, l'amélioration du K-means, il est basé sur la notion de la distance triangulaire, avec une façon de garder en mémoire certains passages lorsqu'on l'a lancé la première fois. Donc, ce sont juste des indications. Donc ici, on essaie de lancer ces deux algorithmes et voir au fait que celui de LCAN, donc qui est référencé ici, il est plus rapide au fait. Voilà, donc voici plus ou moins l'élément le plus, on va dire ça comme le plus parleur de ce qu'on est en train de dire, parce que jusque là, ça on va dire, c'est plus ou moins une démonstration concrète de l'amélioration du K-means en fait. Donc ça, c'est juste à titre informatif. Donc voilà. Donc voilà, par exemple ici, avec LCAN, vous voyez, on voit qu'il est déjà terminé en fait. En 84 millisecondes, voilà. Avec en le lançant 50 fois, il a déjà terminé en fait. Mais ici, on voit que voilà, il tourne encore. Donc ça prend, il est un peu plus lent que l'autre en fait. Ok, donc après ça, on peut maintenant regarder une des méthodes qui nous permet de bien définir l'élément K. Donc jusqu'à présent, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Donc voilà. Donc ici, on a en fait on a la preuve que voilà, il a terminé maintenant.
Donc, il a pris 200 millisecondes pour faire tourner l'algorithme de K-mean. Donc, ça, c'est l'algorithme de K-mean, on va dire ça comment, original, de départ. Là, c'est l'algorithme de K-mean amélioré, qui est basé sur, qui ajoute la distance triangulaire. Donc, après ça ici, ici maintenant, on a la notion maintenant de la recherche du cas. Donc, la recherche du cas, comment elle va se faire? L'idée ici, c'est quoi? Donc ici, c'est on lance le K-mean par le nombre de cas. Donc exemple, on prend K entre 1 et 10 et on va à chaque fois voir son inertie au fait. Celui qui aura la meilleure inertie, normalement, c'est le cas qui a c'est le cas le meilleur en fait. Donc voilà, donc c'est plus ou moins ça la partie essentielle de comment trouver le cas. Donc lorsqu'on le lance, donc on va le représenter également, on le représente ici. Donc ici la méthode, c'est la méthode de elbow en fait, c'est la notion du coude. Donc ici quand on regarde l'inertie, la courbe à partir de l'endroit à partir de laquelle la courbe va faire une inflexion, c'est ici au fait où se trouve le meilleur cas. Donc, dans nos travaux, donc on voit maintenant qu'ici, au fait, le cas, donc ici, le PLT, ça c'est quelque chose que, bon, en fait, de nouveau, c'est une annotation pour afficher ça. Et ça, là, on le sait aussi, axis, c'est entre 1 et 8, et l'autre, c'est entre 0 et 1300. Voilà, donc ça, c'est l'inertie, au fait. Donc, quand on regarde ici, le meilleur, au fait, c'est là où il y a c'est 4. Donc l'inertie est aux environs de 200. Donc on voit maintenant que au fait il y a une différence. Voilà. On voit maintenant que il y a une différence entre. Je vais essayer d'afficher ça. Pardon. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a une différence entre ce qu'on avait d'abord. Donc dans le premier, quand on a commencé, on a eu ça. Quand on a commencé, c'était ça. Voilà. Quand on a commencé, on a eu ça. On a mis 5 classes. Maintenant, lorsque l'on cherche maintenant de façon, on va dire ça comment, scientifique, de façon méthodologique, quel est le meilleur cas qui correspond à cet ensemble, au fait, avec la méthode de Helbo, on se rend compte au fait que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, au fait, le meilleur cas pour cet élément, c'est 4. Et encore, après avoir fait la méthode de Helbo, qu'est-ce que l'on peut regarder? On peut maintenant regarder la notion de la silhouette. Donc, la notion de la silhouette ici, c'est quoi? C'est-à-dire que il peut arriver, comment on va dire ça, que parfois, exemple, on a un cas, c'est-à-dire l'inertie, le Helbo nous dit exemple que le meilleur ici c'est 4, et quand on utilise la silhouette, c'est comme une façon de faire une confirmation. Donc si on essaie de faire une confirmation ici, donc voilà, donc ici, quand on regarde, au niveau de la silhouette, au fait, on se rend compte que c'est lui le meilleur. Donc la silhouette ici, si on peut l'interpréter, c'est comme la quantité d'informations au fait que le cas conserve au fait. Donc ici, avec k égale à 4, elle a une silhouette de 0,65. Or, quand on regarde avec k égale à 5, c'est une silhouette de 0, voilà, 60 et quelques, voilà. Alors que 4 ici, c'est plus de 0,75, voilà, c'est, pardon, 67,5, voilà. Donc, il est ici, en termes de, et l'autre ici, 5, il est à ce niveau. Donc, c'est plus ou moins ça l'idée de la grille de K-means. Maintenant, après ça,
il faut maintenant voir que l'algorithme de K-means en apprentissage supervisé, c'est très bien. C'est un algorithme assez puissant qui fait des choses magnifiques. Mais il faut comprendre que l'algorithme de K-means, il est limité. Exemple, dans le cas qu'on a vu dans l'introduction, si on se retrouve avec ce genre de configuration, le K-means ne va pas bien s'en sortir. Donc voici pourquoi c'est important de regarder aussi à ce côté. Donc pour regarder à ça, souvent essayer avec ces exemples sur des méthodes, la silhouette qui nous permet de voir le nombre d'informations que notre modèle, que notre algorithme de K-means nous permet voilà, on va dire de garder. C'est un peu comme ce qu'on appelle c'est un peu semblable à la variance au fait, la quantité d'informations que notre modèle permet de traduire au fait. Donc, ça veut dire qu'il va faire une prédiction, mais exemple, le nombre de pertes d'informations et de combien. Donc, ici, on se rend compte que au moins, il conserve une information plus que la moyenne. Et également ici aussi, c'est la même chose. Donc, le Helbo ici, il nous permet de trouver le meilleur cas. Donc, pour cette partie, donc tout ça, c'était à titre informatif et démonstratif. Donc, pour des personnes qui veulent aller plus loin, ça c'est des choses assez importantes. Voilà. Euh, Jusqu'ici, parce que par défaut, c'est le Helcan qui est utilisé ici, dans le K-means. Donc voilà, ici aussi, ça c'était juste pour voir la notion des conditions initiales. Voilà, ça c'est juste pour voir comment les conditions initiales influent sur le K-means. Mais notre cas, parce qu'ici on a forcé, on a mis le full. Mais c'est pas, normalement, c'est pas obligé, en fait. Si on met un SEMKmin, c'est pas cet algorithme qui va utiliser, c'est l'autre qui a ce niveau qu'on a vu ensemble. Il va utiliser, l'autre, voilà, il va utiliser celui-là. Il va utiliser celui-là qui met moins de temps et qui donne des résultats mieux que celui-là. Donc, voilà. Donc, pour cette partie, c'était plus ou moins voir comment trouver le meilleur K-means. Donc, on a vu l'importance de l'algorithme de K-means, on a vu comment trouver le meilleur cas et plus ou moins l'apprentissage supervisé. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce n'est qu'une introduction. Normalement, j'ai voulu ne pas le faire, mais bon, je me suis dit que parler de machine learning sans toucher le côté de l'apprentissage non supervisé, voilà quoi, ce serait pas intéressant et bon, pour moi, ce serait pas comme complet en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a exemple des méthodes comme les méthodes gaussiennes, par exemple des méthodes de réduction de dimension comme le PCA, algorithme de composante en principal. Il y a des méthodes, voilà, certaines méthodes comme les SVM avec des noyaux, euh, on va dire ça comment, je crois circulaires, qu'on n'a pas pu voir, mais grosso modo, avec ça au moins, je pense que voilà, une personne qui voudra aller loin, aura de quoi pouvoir aborder le machine learning avec voilà une vision assez globale. Donc c'est un peu ça. Donc merci. Je vais arrêter ici. Pour une base de données quelconque. Ok, d'accord. Là, ta question, elle est sur l'apprentissage non supervisé du K-means ou bien c'est une question générale sur le machine learning? D'accord, d'accord, d'accord. Mhm, 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 mhm,
Mhm, mhm. D'accord, d'accord, effectivement, ça c'est une très bonne question. Donc, en général, comme je disais, hein, le machine learning, c'est un modèle en pleine expansion. Donc, mais grosso modo, le machine learning, il suit des étapes. Donc, il suit des étapes. Donc, depuis le début de la formation, on a vu ces étapes. Maintenant, s'il faut faire un récapitulatif, c'est plus ou moins, comprendre le domaine dans lequel tu travailles ou nous travaillons et, comment on va dire ça, comprendre ces données. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Le travail, le domaine dans lequel on travaille, il faut d'abord le comprendre. Deux, il faut comprendre ces données. Comprendre ces données, il y a deux façons de voir. Il y a d'abord la compréhension, s'il faut dire, peut-être littéraire, si, je sais pas s'il faut dire ça comme ça. Par exemple, si on travaille avec des données de la bourse, il faut plus ou moins comprendre un peu, même si c'est pas à 100%, au moins avoir une connaissance globale du milieu. Ça, c'est important. Après, maintenant, une fois qu'il y a ça, il faut essayer maintenant de la compréhension, on va dire maintenant au niveau technique des données. La compréhension au niveau technique des données, ça, on l'a vu, au fait. Quand on l'a vu, exemple, avec la notion des représentations de données, donc on sait qu'on a vu comme avec les courbes comme Matplotlib, voir les moyennes, voir comment on va dire ça, les écarts types. Donc derrière la notion de voir des moyennes, les écarts types, tout ça, ça c'est la compréhension de données. Dans, par exemple, la notion du texte, c'est aussi pareil, exemple. Il y a toujours une notion de compréhension de données. Exemple, quand, par exemple, on va travailler, quelqu'un peut se rendre compte, exemple, que, c'est évident, tous les textes sur lesquels il travaille n'ont pas la même taille. Donc voilà, ça aussi, là on est dans la compréhension de données. Il va falloir résoudre ça, décider qu'est-ce que l'on fait. Est-ce que on essaie de mettre tous les textes sur la même longueur en compensant, exemple, les endroits vides, ou est-ce que, exemple, pour notre travail, il n'est pas nécessaire d'avoir tout le texte au fait. Exemple, la personne va dire, on va se limiter aux 100 premiers caractères, peut-être pour une classification. Donc là, on est toujours dans la compréhension de ces données. Voilà. Maintenant, après la compréhension de nos données, il y a maintenant la notion du nettoyage des données, au fait. Donc, au nettoyage des données, bon, je l'ai précédé. Par exemple, une personne va exemple, dire que dans nos textes, il y a exemple, je sais pas, exemple, si je prends le texte, exemple, il y a beaucoup du argot, ou bien il y a beaucoup, les gens écrivent, par exemple, il y a beaucoup de points d'interrogation, je sais pas, ou bien il y a beaucoup des emojis. Dans notre cas, ça ne va pas nous servir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement le supprimer. Donc là, on est dans le nettoyage. Dans le cas qu'on a vu, exemple, il y avait exemple des valeurs manquantes. Donc, pour nos valeurs manquantes, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la notion de certains éléments de sklearn qui nous permettent de remplacer les éléments manquants, soit par une valeur que l'on veut, comme des zéros, soit par la moyenne, soit par la médiane. Donc, exemple, pour les textes, exemple, on va prendre cette approche-là. Exemple, on va supprimer les emojis, on va supprimer les points-virgules et, et si, exemple, les textes n'ont pas la même longueur, on va décider, exemple, soit de compenser les endroits vides pour que tous les vecteurs ont la même longueur, soit de tronquer nos textes. Donc, exemple, si un texte est à plus de 1000 caractères, on supprime tout ce qui vient, exemple, après les 100 premiers caractères. Donc, ça, c'est voilà. Après ça, quand on a maintenant vu ça, on a maintenant parlé de la représentation des données également. Donc, dans la représentation des données, dans les textes aussi, c'est pareil.
Et on peut exemple se demander, exemple, le mot tel se répète combien de fois. Voilà, on peut essayer de voir nous-mêmes, exemple, les mots les plus fréquents. Voilà, on peut essayer de faire des courbes, nous dessiner peut-être, voilà, on peut voir, exemple, tel mot, il a tel nombre de fois qui se répète. Et voilà, ceci, cela. Donc après avoir maintenant fait tout ça, donc on peut appliquer des transformers comme on avait avec sklearn, voilà, patati, patata, on peut faire tout ça. Après, une fois que l'on a fait tout ça, qu'est-ce maintenant que on doit faire? Donc on a compris le domaine dans lequel on travaille. On a compris nos textes, on les a nettoyés. Qu'est-ce que la prochaine étape, c'est quoi? C'est maintenant rechercher les algorithmes les plus prometteurs pour notre travail. Maintenant, les algorithmes les plus promoteurs, comment on peut les trouver? Et ça, on a vu. Il faut d'abord faire un essai sur quoi on maîtrise. Exemple, si je prends par exemple les réseaux de neurones. Supposons que je maîtrise, par exemple, les réseaux de neurones récurrents avec les LSTM. Et je maîtrise par exemple les réseaux de neurones simples, par exemple avec les couches d'enseignement. Donc j'ai deux outils, plus ou moins je sais comment ils fonctionnent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester mes textes avec ces deux premiers outils-là. Donc une fois que je teste mes textes avec ces deux premiers outils-là, je vais essayer maintenant de voir et au niveau des indicateurs. Donc, dans notre travail ici, on a par exemple la métrique du mean square error. Mais exemple, dans des textes, on peut exemple travailler avec, je cherche. Exemple, donc là, c'est l'optimiseur. Mais même l'optimiseur fait aussi partie. On peut, par exemple, travailler avec le Adam, avec le RMS Pro. Donc, tout ça, on peut, par exemple, décider. On commence avec certaines choses. Donc, on voit le taux, exemple, de précision de nos indicateurs. Donc, exemple, je remarque que quand j'ai utilisé les réseaux de neurones avec l'indicateur tel, je vois que ça, c'est ce que je maîtrise. Donc, parmi ceux que je maîtrise, je vois, par exemple, que lui, dès le départ, il me donne déjà des choses plus ou moins bonnes. Donc, certainement, si je continue avec lui en faisant de l'ingénierie des paramètres, il pourra me donner des choses mieux. Tu vois. Donc, maintenant, dans le deep learning, il y a d'autres approches, parfois, parce que les trucs comme le grid search, le random search, il ne marche pas toujours avec le deep learning. Il y a d'autres trucs dans le deep learning pour faire l'ingénierie des paramètres. Voilà. Donc, Keras lui-même, il a un élément qui permet de faire ça. Donc, maintenant, après, une fois que l'on a fait ça, donc, on sait déjà plus ou moins où on se dirige. Maintenant, si, exemple, ceux que je maîtrise, après avoir fait de l'ingénierie des paramètres, par exemple, dans les réseaux de neurones, j'ai ajouté des couches, j'ai modifié, exemple, l'optimiseur, j'ai modifié les métriques, j'ai modifié ceci, cela. Si je vois qu'exemple, ça ne donne toujours pas, tout en sachant que j'ai bien nettoyé mes données, je les ai compris. Donc, je dois peut-être, comment on va dire ça, exemple, essayer peut-être de voir si je n'ai par exemple peut-être des billets. Tu vois, les billets, on les a vus. On a exemple parlé des billets tels que exemple, on a vu un billet. Ça sort de ma tête. Si exemple il y a un billet au niveau de mes données, peut-être que mes classes ne sont pas bien représentées, peut-être que mes textes ne sont pas bien représentés. Ou un cas exemple, imaginons que tu as 10 000 textes et dans tes 10 000 textes, tu as peut-être 5 000 textes qui se répètent. Donc c'est un billet. C'est un billet en fait. Donc tu dois essayer de peut-être revoir ça en fait. Maintenant, si après tu te rends compte que, exemple, je n'ai pas des billets à l'intérieur, voilà, là on avait vu le billet d'échantillonnage. Si tu vois donc que tu n'as pas des billets, exemple, à l'intérieur, par exemple, des textes qui s'est répété 5 000 fois alors que tu as 9 000 textes, tu vas peut-être chercher maintenant, comment on va dire ça, un algorithme peut-être plus fort. Donc maintenant, avec exemple, tu vas peut-être maintenant quitter.
Tu vas peut-être aller regarder, exemple, peut-être les BLSTM. Donc, c'est des algorithmes de réseau de neurones. BLSTM. Exemple, eux, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? C'est des algorithmes, exemple, qui ont la possibilité, lorsqu'ils font la prédiction, il va pas seulement regarder devant, il va regarder derrière, ce qui est derrière lui. Donc, c'est comme si, exemple, on veut faire une traduction. Un traducteur normal, comme si je dis hello, how are you, lui, il va seulement, quand il prédit, il va juste, après exemple, are, il va juste aller à you. Mais, exemple, avec les BLSTM, lui, exemple, il va me permettre qu'avant de mettre le how are you, il va regarder ce qui est avant le are, il va regarder même ce qui précède le are. Donc, il va voir le how. Donc, en fonction de ça, il va donc faire une meilleure traduction, en fait. C'est plus ou moins ça. Et après, si tu vois que le BLSTM n'est pas suffisant, tu vas encore monter. Peut-être que tu vas aller maintenant dans la notion des auto-encodeurs. Après les auto-encodeurs, si tu vois peut-être que ça ne marche pas, tu vas peut-être monter dans les transformeurs. Après peut-être les transformeurs, si tu vois que ça ne marche pas, peut-être que maintenant tes données ont un problème, elles ne sont pas assez représentatives parce que ça existe. Ça, c'est un problème qui existe au fait. La sous-représentation des données. Voici pourquoi, exemple, souvent, pour le deep learning, on conseille souvent aux gens de l'utiliser quand vous avez des données massives. Parce que tu vas donner, exemple, à des réseaux de neurones d'apprendre quelque chose de petit. Ne soyons pas étonnés s'ils n'arrivent pas demain après à généraliser le problème. Donc, c'est un peu ça, en fait, la démarche. Donc, c'est un peu ça. Donc, je sais pas si j'ai plus ou moins répondu à ta question. D'accord. Effectivement. Mhm, mhm, mhm. Ouais, effectivement, effectivement, c'est ça, c'est ça. Tout en respectant cette notion, en fait, on va dire ça comment, cette approche, au fait, dont je parlais, au fait, comprendre le domaine dans lequel on travaille, comprendre les données, voir si on n'a pas des biais, et ensuite prendre des algorithmes que l'on a en main, commencer à travailler avec eux, essayer de voir s'ils sont prometteurs, et après, essayer de monter en, on va dire ça comme en excellence, au fait, c'est-à-dire que ceux qui sont mieux que d'autres, au fait, c'est un peu ça. Oui, oui, le full, oui. Ah oui, 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 vas-y, pardon, désolé. Tu as dit que le full. Oui, le full, oui, 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 oui. Il est un peu plus lent. Mhm, 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 mhm. Qu'est-ce qui est plus grand chez toi, pardon? On va le voir ensemble. Donc voilà, à ce niveau, si je me trompe pas. C'est ça? Donc ici, lui, il est plus lent que l'autre, c'est ça? Oui.
Ah, c'est très bien. Et donc, c'est ce dont je disais. Full, il dépend des conditions initiales au fait. Tu vois? Donc, ça veut dire que, donc de ton côté, tu vois, lorsque tu l'as lancé, il a bien démarré au fait. Tu vois? Maintenant, si je te demande maintenant de le relancer, je pense que tu vas voir que ce sera différent. Oui, oui, oui. Oui, oui, relance au fait, relance les deux, le LK et le 2 et l'autre. Tu vas voir que c'est ça maintenant. Oui, et l'autre? Ah, c'est le full, non? Qui n'a pas qu'un. Ah, ah, ça, c'est bizarre. 76, ça c'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc, je, je pense que on peut l'interpréter de deux façons. Soit les conditions initiales sur lesquelles tu les lances chez toi sont des bonnes conditions initiales, au fait. Oui, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça, au fait. Je pense que c'est la façon dont on peut l'interpréter. Ou bien, à moins que je ne sais, non, mais c'est pas le cas. Parce que qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, au fait, que peut-être que au niveau de Camins, l'élément par défaut, c'est maintenant full, mais c'est pas le cas. Tu as mis Elkan chez toi. Donc, si tu l'as fait, ça veut dire que c'est la même chose. Voilà, oui. Donc, c'est, oui. Mhm. Oui. Mhm. Non, je pense que c'est ça le truc, hein. Je pense que c'est, la chose, c'est que les conditions initiales avec lesquelles ton PC le lance, ce sont les meilleures, en fait. Oui, ce sont les meilleures parce que, au fait, ah, d'accord, tu travailles avec Collab. Ok, ok. Ça, c'est encore, moi, je pense que c'est encore bien compréhensible, là. Je pense que c'est encore bien, oui. Oh, c'est possible. Voilà, c'est possible. Voici encore une autre façon d'interpréter ça, en fait. Hmm. Donc, ouais, donc c'est ça, en fait, c'est ça. Non, avec ça marche. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, c'est un chapitre que j'ai voulu laisser, mais bon, je me suis dit qu'afin que la formation soit complète, c'est mieux qu'on le voie au fait. Hmm. Oui, je pense que c'est la même chose. Un, parce que, exemple, ceux qui ont commencé au début, je pense qu'il y avait des doctorants. Donc, soit elles n'ont pas compris, je crois que c'est la première interprétation. Deux, le fait qu'elles n'ont pas été régulières, tu vois. Donc, ça peut devenir à un moment donné pas intéressant en fait, parce que si une personne vient, une séance, après elle vient pas l'autre, voilà, c'est une suite en fait. Donc, je pense que c'est un peu ça. Maintenant, pour la partie deep learning, je pense que bon, je veux essayer plus ou moins de travailler avec des personnes, soit qui sont déjà dans le domaine ou bien plus ou moins qui ont suivi au fait cette formation du début à la fin en fait. Hmm.
Voilà, effectivement, en fait, tu vois, c'est justement ce que je voulais, c'est justement ce que je voulais dire. Parce que cette partie, tu vois, non seulement c'est costaud, tu vois, et puis ça demande quand même de la concentration, du sérieux, tu vois. Le machine learning, c'est pareil, c'est sérieux, mais bon, c'est un peu plus abordable, voilà, c'est ça le mot. Oui, ok, ça marche. Oui, oui, avec plaisir. Mhm, mhm. Une fonction qui va lire les données. Oui, oui, c'est mieux, tu vas partager. Oui, attends, attends, je vais te donner, tu vas partager. Je vais arrêter le partage. Très bien, j'ai arrêté, tu peux partager maintenant.